Louise l'éteignit et continua sa ronde, un étrange sentiment de liberté naissant dans sa poitrine. Elle ne savait pas encore que cette nuit marquerait le début de la plus grande révélation de sa vie. Louise découvrit l'ampleur du désastre en rentrant chez elle à 7 heures du matin. Son téléphone, resté éteint pendant sa garde, afficha 53 notifications dès qu'elle le ralluma. 53 messages de Camille. Elle s'assit sur son canapé beige, celui que Marc et elle avaient choisi ensemble, 3 ans plus tôt, et commença à lire. Les premiers messages, envoyés vers 4 heures, étaient encore contrôlés. « Louise, réponds-moi s'il te plaît. Il y a eu un malentendu. La carte ne fonctionne plus. C'est urgent. » Puis le ton avait progressivement changé. Vers 5 heures. « Tu ne peux pas me faire ça. J'ai promis aux filles que je les invitais. Tu sais que j'ai des factures à payer cette semaine. » Et enfin, vers 6 heures, le masque était complètement tombé. « Tu es égoïste. Marc aurait honte de toi. Tu me dois bien ça après tout ce que j'ai fait pour toi. » Louise posa le téléphone et regarda autour d'elle. L'appartement portait encore les traces de Marc partout. Ses livres de droit commercial sur l'étagère, sa tasse préférée dans l'évier, la photo de leur voyage en Bretagne sur la commode. 2 ans après sa mort, elle n'avait rien déplacé. Marc aurait-il vraiment honte d'elle? Pendant des mois après l'enterrement, Louise s'était posé cette question chaque fois qu'elle donnait de l'argent à Camille. Marc aimait sa sœur, malgré ses défauts. Elle traverse une période difficile, disait-il toujours quand Camille débarquait avec ses problèmes financiers. Mais Marc n'avait jamais vu les factures. Il n'avait jamais compté les virements. Il n'avait jamais calculé que, en 2 ans, Louise avait donné à Camille l'équivalent de 8 mois de son salaire d'infirmière. Son téléphone sonna. Pas Camille cette fois, mais Marguerite, sa belle-mère. « Louise ?» La voix de la femme âgée tremblait légèrement. « Il faut qu'on parle. En privé. Peux-tu passer cet après-midi ?»« Bien sûr, Marguerite. Tout va bien ?» Un silence. « C'est à propos de Camille, et de ce qu'elle m'a dit sur toi. » Louise sentit quelque chose se glacer dans son ventre. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?»« Pas au téléphone. Viens vers 15 heures. Et Louise, apporte tes relevés bancaires des 2 dernières années. » La ligne se coupa. Louise fixa le téléphone, le cœur battant. Marguerite avait toujours été directe, mais là, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Quelque chose qui ressemblait à de la colère retenue. Elle se dirigea vers le bureau de Marc et ouvrit le tiroir où elle rangeait tous les documents bancaires. En feuilletant les relevés, elle réalisa pour la première fois l'ampleur des sommes. 1 000 € ici, 500 là, parfois 2 000 d'un coup. Toujours avec la même justification, une urgence, une facture imprévue, un problème temporaire. Louise s'arrêta sur un virement daté du 15 mars, 3 mois après la mort de Marc. 1 500 € avec la mention « pour les courses et l'essence ». Elle se souvenait de ce jour. Camille avait pleuré au téléphone, expliquant qu'elle n'arrivait plus à joindre les 2 bouts depuis son divorce. Sauf que le 16 mars, Louise avait vu sur Facebook les photos du week-end de Camille à Deauville avec ses amis. Restaurant gastronomique, spa, shopping. 1 500 € de courses et essence. Cette fois, Louise n'eut pas envie de pleurer. Elle eut envie de comprendre. À 15 heures précises, Louise sonna à la porte de la petite maison de Marguerite dans le 14e arrondissement. Sa belle-mère l'accueillit avec un sourire tendu, ses cheveux gris parfaitement coiffés comme toujours, mais ses yeux trahissaient une inquiétude inhabituelle. « Entre, ma chérie, j'ai préparé du thé. » Le salon de Marguerite n'avait pas changé depuis 20 ans. Fauteuil en velours bordeaux, photos de famille sur la cheminée, l'odeur familière de lavande et de cire d'abeille. Louise s'installa dans le fauteuil où elle s'asseyait déjà du temps de Marc, une pochette contenant ses relevés bancaires posés sur ses genoux. Marguerite servit le thé dans la porcelaine de Limoges, ses gestes précis masquant mal sa nervosité. Elle s'assit en face de Louise et la regarda longuement avant de parler. « Louise, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Louise sentit son estomac se nouer. « Je vous écoute. » Hier soir, après ton refus d'aider Camille, elle est venue ici. Elle était dans un état... Marguerite posa sa tasse avec un léger tremblement. Elle m'a dit des choses sur toi. Des choses que je croyais vraies depuis 2 ans. Le silence s'étira dans la pièce.
Louise entendait le tic-tac de l'horloge grand-père, le même rythme régulier qui avait accompagné tant de dimanches en famille. « Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?» Marguerite évita son regard, fixant ses mains ridées. « Elle m'a expliqué que tu avais du mal à t'en sortir financièrement depuis la mort de Marc, que tu lui demandais souvent de l'aide, que c'était elle qui t'aidait à payer tes factures. » Louise sentit le monde basculer autour d'elle. La tasse de thé lui glissa des mains, se fracassant sur le parquet ciré. Le liquide chaud se répandit sur sa robe, mais elle ne le sentit pas. « Quoi ? Elle m'a dit que tu étais trop fière pour en parler ouvertement, mais que depuis l'enterrement, elle t'envoyait de l'argent chaque mois. Qu'hier, tu lui avais encore demandé 2000 € pour tes charges, mais qu'elle ne pouvait plus. » Marguerite leva enfin les yeux vers Louise. « Je lui ai donné l'argent, Louise. 1000 € de ma pension. Pour t'aider. » Louise ne pouvait plus respirer. Chaque mot de Marguerite résonnait dans sa tête comme un coup de marteau. Pendant 2 ans, pendant qu'elle se saignait financièrement pour Camille, sa belle-sœur avait construit un mensonge parfait. Plus qu'un mensonge. Une réalité alternative où Louise était la parasite et Camille la bienfaitrice. Marguerite, sa voix n'était plus qu'un murmure, regardait ses papiers. Elle vida le contenu de sa pochette sur la table basse. Relevé bancaire, justificatif de virement, copie de chèque. 2 années de générosité étalées sous les yeux de sa belle-mère. Marguerite chaussa ses lunettes de lecture et examina les documents. Louise la regardait découvrir la vérité, page après page. Les virements de 500, 1000, 2000 €, tous dans le même sens. Tous de Louise vers Camille. Jamais l'inverse. Mon Dieu! Marguerite porta la main à sa bouche. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vous a menti. Elle m'a menti. Elle nous a tous menti. Les larmes coulaient maintenant sur les joues de la femme âgée. Louise, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Comment aurais-je pu imaginer? Louise se leva et s'agenouilla près du fauteuil de Marguerite, prenant ses mains tremblantes dans les siennes. Vous ne pouviez pas savoir. Personne ne pouvait savoir. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-elle fait ça? Cette question, Louise se la posait depuis le matin. Pourquoi Camille avait-elle inversé les rôles? Pourquoi cette mise en scène élaborée? Et surtout, combien d'autres personnes croyaient cette version des faits? Marguerite, à qui d'autre Camille a-t-elle raconté cette histoire? La vieille dame essuya ses yeux avec un mouchoir en dentelle. À toute la famille, je pense. Aux cousins, aux voisins. Elle présentait toujours ça comme un secret, quelque chose dont il ne fallait pas parler pour préserver ta dignité. Louise ferma les yeux. Pendant 2 ans, elle avait été perçue comme la veuve pathétique qui profitait de sa belle famille. Pendant 2 ans, Camille avait collecté de la sympathie et de l'admiration pour sa générosité envers Louise. « Il y a autre chose », murmura Marguerite. « L'argent que je lui ai donné hier, elle m'a dit que c'était urgent parce que tu risquais d'être expulsée de ton appartement. » Louise rouvrit les yeux. L'appartement qu'elle possédait en pleine propriété depuis l'héritage de Marc. L'appartement pour lequel elle n'avait jamais payé 1 centime de loyer. Pour la première fois depuis des heures, Louise sourit. Un sourire glacial qui fit frissonner Marguerite. « Elle m'a sous-estimée », dit-elle simplement. Louise rentra chez elle avec une clarté nouvelle. Les pièces du puzzle s'assemblaient maintenant avec une précision chirurgicale. Elle s'installa à la table de la cuisine et étala tous ses documents financiers, créant une chronologie minutieuse des 2 dernières années. Chaque demande d'argent de Camille correspondait à un moment spécifique. Le premier virement, 1 semaine après l'enterrement de Marc, quand Louise avait mentionné à la famille qu'elle envisageait de reprendre des cours de formation. Camille avait eu une urgence médicale le lendemain. Le deuxième, en avril, juste après que Louise eut parlé d'un possible voyage avec des collègues. Camille avait eu des problèmes de voiture le jour même. Le troisième, en juin, quand Louise avait commencé à sourire de nouveau lors des dîners familiaux. Camille avait eu des factures impayées dans les 48 heures. Le schéma était implacable. Camille ne frappait pas au hasard. Elle visait les moments où Louise montrait des signes de guérison, de bonheur retrouvé, d'autonomie. Pas par calcul machiavélique, comprit Louise, mais par un instinct de prédateur émotionnel. Camille avait besoin que Louise reste vulnérable pour justifier sa propre existence de sauveuse. Son téléphone sonna.
un numéro qu'elle ne connaissait pas. « Bonjour, Madame Laurent. Éric Moreau, de la Banque Populaire. Vous aviez rendez-vous cet après-midi pour réviser votre situation financière ?» Louise avait complètement oublié. Rendez-vous pris 3 semaines plus tôt, quand elle s'inquiétait encore de ses finances, après les multiples virements à Camille. « Oui, bien sûr. Je peux encore venir ?»« Naturellement. 17 heures. Ça vous convient ?» Louise arriva à la banque avec tous ses documents. Éric Moreau était un homme d'une 40aine d'années, aux cheveux bruns parsemés de gris, avec des lunettes fines et un sourire fatigué mais bienveillant. Il l'accueillit dans un bureau sobre où régnait un ordre parfait. « Alors, Madame Laurent, vous souhaitiez faire le point sur vos finances ?» Louise posa sa pile de relevés sur le bureau. « En fait, j'aimerais votre avis sur quelque chose. » Éric parcourut les documents avec l'œil expert d'un professionnel. Au bout de quelques minutes, il releva la tête, les sourcils froncés. « Ces virements réguliers, c'est pour un proche ?»« Ma belle-sœur. Mais je commence à me demander si j'ai bien fait. » Éric se cala dans son fauteuil. « Puis-je être franc avec vous ?» Louise hocha la tête. « Ces sommes représentent une part considérable de vos revenus. Si vous aviez placé cet argent sur un livret d'épargne classique, vous auriez aujourd'hui un capital de plus de 15 000 euros. 15 000 euros. Louise pensa à tous les projets qu'elle avait abandonnés faute de moyens. Le master en soins palliatifs qu'elle voulait reprendre. Les vacances qu'elle s'interdisait. La voiture qu'elle réparait sans cesse au lieu d'en changer. Et surtout, continua Éric en pointant un relevé, regardez ici, ce virement de 2 000 euros en décembre. Il vous a mise dans le rouge pendant 3 semaines. Vous avez payé des agios. Louise se souvenait. Camille avait eu besoin d'argent pour les cadeaux de Noël. Louise avait passé les fêtes à compter chaque euro, s'interdisant même d'acheter des fleurs pour la tombe de Marc. « Vous savez, » dit Éric en se penchant vers elle, « j'ai l'habitude de voir des situations similaires, des personnes généreuses qui se retrouvent dans des spirales de dépendance financière. Ce n'est jamais sain, ni pour celui qui donne, ni pour celui qui reçoit. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait une expérience personnelle. Louise le regarda plus attentivement. Éric avait les traits tirés de quelqu'un qui avait lui-même traversé des épreuves. « Vous avez vécu ça ?» Éric eut un sourire amer. « Mon frère, pendant 5 ans. Jusqu'à ce que je comprenne que je ne l'aidais pas, je l'entretenais dans ses problèmes. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai arrêté. Du jour au lendemain. Ça a été dur, mais c'était nécessaire. Pour lui comme pour moi. » Louise sentit une connexion étrange avec cet homme qu'elle ne connaissait pas. Ils avaient tous les deux été les victimes consentantes de manipulateurs familiaux. Mon frère s'en est sorti. Il a mis du temps, mais oui. Il a fini par prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, on a une vraie relation. Louise rangea ses papiers. Une détermination nouvelle se formant dans son esprit. Monsieur Moreau, si je voulais comprendre exactement comment cette situation s'est mise en place, est-ce que vous pourriez m'aider ? Éric la regarda avec intérêt. Que voulez-vous dire ? J'aimerais analyser tous ces virements, les dater, les contextualiser, voir le vrai schéma derrière tout ça. C'est possible. Nous pourrions nous revoir la semaine prochaine, si vous voulez. En sortant de la banque, Louise se sentait différente. Pour la première fois depuis 2 ans, elle n'était plus seule face à Camille. Elle avait un allié inattendu, quelqu'un qui comprenait sa situation sans la juger. Et surtout, elle avait un plan. Le dimanche suivant, Louise se rendit au dîner familial mensuel chez les cousins du Bernay comme si de rien n'était. Elle apporta même un dessert, une tarte aux pommes qu'elle n'avait pas faite depuis la mort de Marc. Sa belle famille l'accueillit avec la politesse distante qu'elle connaissait depuis 2 ans, celle qu'on réserve aux personnes qu'on aide par charité. Camille était déjà là, installée dans le canapé du salon, racontant une anecdote à Catherine et Philippe du Bernay. Elle portait une robe neuve que Louise reconnut immédiatement. Un modèle Sandro à 400 € qu'elle avait vu dans la vitrine des Galeries Lafayette. « Louise !» Camille se leva avec un sourire éclatant, comme si leur dernière conversation téléphonique n'avait jamais eu lieu. « Tu as l'air en forme !» Louise lui rendit son sourire et l'embrassa sur les joues, respirant le parfum cher que Camille portait toujours. Chanel 9.5. 100 € le flacon. « Bonsoir tout le monde !» Elle s'installa dans le fauteuil face au canapé et observa, vraiment observa, pour la première fois. Camille gesticulait en racontant son histoire, ses ongles parfaitement manucurés scintillant sous la lumière du lustre,
Ses cheveux blonds, fraîchement colorés et coiffés, retombaient en boucles impeccables sur ses épaules. Chaque détail de son apparence criait l'argent dépensé sans compter. Et donc j'ai dit à Louise qu'elle ne devait pas s'inquiéter pour ses petites factures, que j'allais l'aider à s'en sortir, disait justement Camille. Catherine hocha la tête avec compassion. Tu es tellement généreuse avec elle. Pas tout le monde aurait cette patience. Louise sentit un frisson glacial remonter le long de sa colonne vertébrale. Elle était là, en chair et en os, et on parlait d'elle comme si elle était absente, ou comme si elle était un cas social incapable de comprendre sa propre situation. « Oh, tu sais, » continua Camille, en regardant Louise avec un sourire bienveillant. « C'est normal de traverser des moments difficiles. Après Marc... » Louise a eu du mal à retrouver ses marques. « Mais on est là pour ça, la famille. » Philippe approuva. « C'est vrai que perdre son mari si jeune, ça doit déstabiliser financièrement aussi. Heureusement que tu peux compter sur Camille. » Louise ne dit rien. Elle continua d'observer, comme une anthropologue étudiant une tribu inconnue. Camille racontait maintenant comment elle avait aidé Louise à négocier avec sa banque le mois dernier. Histoire complètement inventée, naturellement. Mais racontée avec tant de détails, tant de conviction, que Louise elle-même aurait pu douter de ses propres souvenirs. Le plus fascinant était de voir Camille s'approprier progressivement le rôle qu'elle avait créé. Elle ne mentait plus consciemment. Elle habitait désormais cette version alternative où elle était la bienfaitrice et Louise la bénéficiaire. Chaque hochement de tête approbateur de la famille renforçait cette nouvelle réalité. « Au fait, Louise, » dit Catherine en se tournant vers elle, « comment ça se passe au travail ? Camille nous a dit que tu avais eu des difficultés avec tes horaires ?» Louise cligna des yeux. Ses horaires ? Elle n'avait jamais eu de problème avec ses horaires. Au contraire, elle faisait souvent des heures supplémentaires. « Mes horaires vont très bien, merci. » Un silence gêné s'installa. Catherine regarda Camille, visiblement confuse. « Ah !» dit Camille rapidement. « J'ai dû me tromper. C'était peut-être quelqu'un d'autre. Tu sais comme je suis. Parfois je mélange tout. » Rire cristallin. Geste désinvolte de la main. Et l'incident était clos. Louise venait d'assister en direct à la naissance d'un nouveau mensonge et à sa disparition immédiate, remplacée par un rire charmant. Le dîner se déroula dans cette atmosphère étrange, où Louise était présente physiquement, mais absente de toutes les conversations qui la concernaient. On parlait de ses difficultés supposées, de ses besoins présumés, de sa reconnaissance éternelle envers Camille, sans jamais lui demander son avis. Vers 22 heures, Louise se leva pour partir. « Déjà ?» dit Camille. « Reste encore un peu. »« Non, merci. J'ai une journée chargée demain. » Elle embrassa tout le monde poliment. En arrivant à Camille, celle-ci lui murmura à l'oreille. « Il faut qu'on parle, toi et moi, de ce qui s'est passé l'autre soir. » Louise la regarda droit dans les yeux. « Bien sûr. Appelle-moi quand tu veux. » Dans sa voiture, Louise démarra et roula quelques kilomètres avant de s'arrêter sur un parking désert. Elle sortit son téléphone et composa le numéro d'Éric. « Bonsoir, c'est Louise Laurent. Je sais qu'il est tard, mais... Est-ce que vous pourriez me recevoir demain ? J'ai assisté à quelque chose ce soir, et je pense que c'est plus grave que ce qu'on pensait. » La voix d'Éric était claire malgré l'heure tardive. « Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ? » Elle y croit. Elle croit vraiment à ses propres mensonges maintenant. Et toute ma famille aussi. Un silence. C'est effectivement plus compliqué. Venez demain à 18h. Et Louise ? Oui ? Apportez tout ce que vous avez. On va avoir besoin de preuves très solides. Louise raccrocha et regarda son reflet dans le rétroviseur. Pour la première fois depuis des mois, ses yeux brillaient d'une détermination qu'elle ne se connaissait pas. Le bureau d'Éric baignait dans la lumière dorée de fin d'après-midi quand Louise y retourna le lendemain. Cette fois, elle apportait plus que des relevés bancaires, des captures d'écran des réseaux sociaux de Camille, des photos de ses achats, même les reçus qu'elle avait retrouvés dans son sac après leur sortie commune. Éric avait préparé un tableau sur son ordinateur portable. Colonnes soigneusement organisées, date, montant, prétexte invoqué par Camille, dépenses réelles constatées. 2 années de manipulation résumées en chiffres et en faits. « Regardez ça », dit-il en pointant l'écran. Le 15 mars, Camille vous demande 1 500 € pour courses et essence.
Le 16 mars, elle poste des photos d'un week-end à Deauville. Hôtel 4 étoiles. Restaurant gastronomique. Louise se pencha vers l'écran. La précision d'Éric était remarquable. Il avait même calculé le coût approximatif du week-end de Camille d'après les lieux qu'elle avait géolocalisés. 1 200 € minimum. Et là, continua-t-il, le 8 juin, elle vous demande 800 € pour réparation de voiture urgente. Le 10 juin, elle poste une photo de sa nouvelle manucure à 80 €, puis un dîner dans un restaurant étoilé. Page après page, le schéma se répétait avec une régularité mécanique. Chaque demande d'argent était suivie, dans les 48 heures, de dépenses de luxe documentées sur les réseaux sociaux. Elle ne se cache même pas, murmura Louise. Elle affiche tout. Oh, c'est souvent le cas, répondit Éric. Les manipulateurs finissent par croire qu'ils sont intouchables. Ils deviennent négligents. Il ouvrit un nouveau fichier sur son ordinateur. J'ai aussi analysé les montants. Ils augmentent progressivement. Les premiers mois, c'était 300, 500 €, puis 800 et 1000. Maintenant, on arrive à 2000 € d'un coup. Louise observa la courbe ascendante sur le graphique. Elle testait mes limites. Exactement. Et regardait les prétextes. Éric fit défiler une liste qu'il avait compilée. Factures médicales, réparation de voiture, frais de garde de sa fille. Mais sa fille vit chez son ex-mari depuis le divorce. Louise sentit un frisson. Elle n'avait jamais pensé à vérifier ce détail. Camille avait une fille de 12 ans, Emma, qu'elle voyait un week-end sur 2. Mais Louise réalisa qu'elle n'avait jamais vu Emma chez Camille lors de ses visites. « Comment vous savez ça ? J'ai regardé le profil Facebook de son ex-mari. Il poste régulièrement des photos d'Emma chez lui, dans sa chambre, avec ses affaires. Et sur le profil de Camille, Emma n'apparaît que lors des sorties du week-end. » L'attention aux détails d'Éric impressionnait Louise. En une journée, il avait démonté méthodiquement 2 années de mensonges. « Vous faites ça souvent ?» Éric ferma son ordinateur et la regarda. « Ma profession m'a appris à chercher la vérité dans les chiffres. Mais là, c'est personnel. Ce que vous vivez ?» Il hésita. « J'ai mis 5 ans à comprendre avec mon frère. Vous avez eu le courage d'arrêter au bout de 2 ans. » Quelque chose dans sa voix toucha Louise. Éric n'était pas juste un conseiller bancaire qui l'aidait par politesse. Il comprenait vraiment. Ils restèrent silencieux quelques instants, le poids de leurs expériences communes flottant entre eux. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Louise. « On continue de rassembler les preuves. Et on attend. » « On attend quoi ? Qu'elle se manifeste. D'après ce que vous m'avez dit hier soir, elle veut vous parler. Laissez-la venir. Mais cette fois, vous serez préparés. » Éric sortit un petit carnet de sa poche et le tendit à Louise. « Notez tout. Chaque conversation, chaque demande, chaque contradiction. Avec l'heure et le contexte. » Louise prit le carnet. Ses doigts effleurèrent ceux d'Éric pendant une seconde. Elle remarqua qu'il ne portait pas d'alliance, mais une marque claire sur son annulaire gauche indiquait qu'il en avait porté une récemment. « Merci, » dit-elle simplement. En sortant de la banque, Louise se sentait armée, pas pour la guerre, mais pour la vérité. Elle avait enfin quelqu'un dans son camp, quelqu'un qui croyait sa version des faits sans demander d'explication. Son téléphone vibra. Un message de Camille. « Tu es libre ce soir ? Il faut vraiment qu'on discute. » Louise sourit et répondit « Bien sûr. Viens à 20h. J'ai du thé. » Cette fois, elle était prête. À 20h précises, Camille sonna chez Louise. Elle portait un tailleur crème impeccable et ses cheveux étaient enrelevés en chignon sophistiqué. L'image parfaite de la femme qui a ses finances sous contrôle. Louise l'accueillit avec un sourire chaleureux, le carnet d'Éric dissimulé dans la poche de son cardigan. « Entre. Je viens de faire du thé. » Elles s'installèrent dans le salon, Camille choisissant le fauteuil de Marc comme elle le faisait toujours. Louise servit le thé dans les tasses en porcelaine que Marc avait offertes pour leur premier anniversaire de mariage. « Louise, » commença Camille après avoir bu une gorgée, « il faut qu'on mette les choses au clair. Cette histoire de carte bloquée, ça m'a vraiment blessée. » Louise hocha la tête avec compréhension. « Je m'en doute. Mais j'aimerais comprendre quelque chose. L'autre jour, chez les Dubernay, tu as dit que tu m'aidais financièrement depuis la mort de Marc. » Camille ne sia pas. « Oui, et alors ? » « Mais Camille, dit Louise avec douceur, c'est moi qui t'envoie de l'argent,
Pas l'inverse. Un léger rougissement colora les joues de Camille. Louise, tu mélanges tout. Tu oublies que quand je t'aide, ce n'est pas toujours avec de l'argent direct. Je te rends des services. Je t'accompagne chez le médecin. Quand tu m'as accompagné chez le médecin. Silence. Camille posa sa tasse avec un léger tremblement. Enfin, Louise, tu sais bien. Après Marc, tu étais tellement perdue. Louise sortit son téléphone et ouvrit ses relevés bancaires. Regarde, le 15 mars, je t'ai envoyé 1500 €. Tu m'as dit que c'était pour des courses et de l'essence. Oui, et alors? Le lendemain, tu as posté des photos d'un week-end à Deauville. Hôtel, restaurant, spa. Ça coûte combien, un week-end comme ça? Camille déglutit. J'avais mis de l'argent de côté. Ce n'est pas parce que tu m'aides parfois que je n'ai pas le droit de me faire plaisir. Parfois, Louise fit défiler ses relevés. Camille, en 2 ans, je t'ai donné plus de 28 000 €. Le chiffre tomba comme une pierre dans le silence du salon. Camille ouvrit la bouche, la referma, puis essaya de sourire. Tu exagères, Louise. Ce n'est pas possible, ces montants. Louise lui tendit son téléphone. Vérifie toi-même. Camille regarda l'écran, ses yeux parcourant les lignes de chiffres. Louise observait son visage, guettant le moment où la réalité percerait le voile de ses propres mensonges. Ces chiffres ne veulent rien dire, murmura Camille. Tu comptes tout, même quand je t'aide autrement. C'est malhonnête de présenter ça comme ça. Comment je t'aide autrement? Eh bien... Camille cherchait ses mots. Je te tiens compagnie. Tu étais si seule après Marc. Et puis, il y a eu tes problèmes au travail. Quels problèmes au travail? Tu sais bien, tes horaires, tes collègues qui... Camille s'arrêta net. Elle venait de réaliser qu'elle mélangeait ses mensonges. Louise resta silencieuse, laissant le poids de cette contradiction remplir l'espace entre elles. Elle prit des notes dans son carnet, d'une écriture calme et précise. « Qu'est-ce que tu écris ? Je note notre conversation, pour m'en souvenir. » Camille se leva brusquement. « Louise, tu deviens paranoïaque. Marc n'aurait pas aimé ça. Marc n'aurait pas aimé que sa sœur me mente pendant 2 ans non plus. Je ne te mens pas. » La voix de Camille monta d'un ton. « J'essaye de t'aider à ta façon. Tu ne comprends pas que depuis Marc, tu n'es plus la même. Tu as besoin d'aide. Et cette aide, elle coûte 28 000 €. Camille attrapa son sac et se dirigea vers la porte. « Je ne resterai pas ici à me faire humilier. Tu es en train de devenir méchante, Louise. Marc serait déçu. Au revoir, Camille. » La porte claqua. Louise resta seule dans son salon, le silence retombant comme une couverture. Elle relut ses notes. Pour la première fois, Camille avait été confrontée aux chiffres exacts. Et pour la première fois, elle n'avait pas su mentir assez vite. Louise envoya un message à Eric. « Elle est venue. Elle s'en mêle dans ses mensonges quand on lui montre les preuves. Que fait-on maintenant ?» La réponse arriva 5 minutes plus tard. Maintenant, on attend qu'elle réagisse. Et elle va réagir. Louise éteignit les lumières et monta se coucher. Dans le noir, elle sentait que quelque chose avait basculé ce soir. Camille avait vu son propre reflet dans le miroir des chiffres, et elle n'avait pas aimé ce qu'elle y avait découvert. Louise n'eut pas à attendre longtemps la réaction de Camille. Le lendemain matin, Marguerite l'appela à 7 heures, la voix tremblante d'indignation. « Louise, ma chérie, il faut que tu saches. Camille est venue hier soir, en larmes. Elle m'a dit que tu l'accusais de vol, que tu inventais des histoires sur l'argent. Elle prétend que tu deviens... instable. » Louise s'assit sur son lit, pas surprise mais profondément fatiguée. « Qu'est-ce que vous en pensez, Marguerite? Après ce que j'ai vu l'autre jour, tes relevés bancaires ?» La vieille dame soupira. « Je pense que ma fille est en train de creuser sa propre tombe. » Dans les heures qui suivirent, Louise reçut 3 appels similaires. D'abord Catherine Dubernay, puis la cousine Sylvie, enfin le voisin de Marguerite que Camille avait pris à témoin. Chaque conversation suivait le même schéma. Camille était passée raconter sa version, peignant Louise comme une femme déséquilibrée qui s'inventait des persécutions. Mais cette fois, les gens posèrent des questions. Catherine voulait savoir pourquoi Louise aurait inventé des chiffres si précis. Sylvie se souvenait maintenant des week-ends luxueux de Camille, qui contrastaient avec ses prétendues difficultés financières. Le voisin de Marguerite
avait remarqué la nouvelle voiture de Camille, payée comptant selon ses dires. Louise comprit la stratégie de Camille. Attaquer avant d'être attaquée, salir la réputation de Louise pour discréditer ses accusations à venir. Mais cette tactique désespérée eut l'effet inverse. En multipliant les versions contradictoires, Camille se trahissait elle-même. L'après-midi, Louise décida de prendre les devants. Elle appela Marguerite. « J'aimerais vous montrer quelque chose. Vous et Catherine. Pouvez-vous venir chez moi ce soir ?» À 19h, les deux femmes étaient assises dans le salon de Louise. Sur la table basse, Louise avait étalé tous les documents qu'Éric et elle avaient compilés. Chronologie, relevés bancaires, capture d'écran des réseaux sociaux, calcul précis. « Voilà la réalité », dit-elle simplement. Marguerite et Catherine examinèrent les papiers en silence. Louise les regardait découvrir l'ampleur de la manipulation, page après page. Les preuves étaient irréfutables. Chaque demande d'argent de Camille était suivie de dépenses de luxe. Chaque mensonge était documenté. Chaque contradiction était mise en lumière. « Mon Dieu !» murmura Catherine. 28 000 € en 2 ans ? Et regardez ça, dit Louise en montrant les photos Facebook. Le jour où elle m'a demandé de l'argent pour emmener sa fille chez le médecin, Emma était chez son père. La preuve, c'est lui qui a posté une photo d'elle dans sa chambre ce jour-là. Marguerite ferma les yeux. « Ma propre fille, ce n'est pas votre faute, » dit Louise doucement. « Elle nous a tous trompés. » Catherine secoua la tête, incrédule. « Mais pourquoi ? Pourquoi inventer tout ça ?» Louise avait longuement réfléchi à cette question. Je pense qu'elle ne supportait pas que j'ai été heureuse avec Marc, que j'ai eu ce qu'elle n'arrivait pas à avoir. Un mariage stable, de l'argent, une vie équilibrée. En m'appauvrissant et en se présentant comme ma bienfaitrice, elle inversait les rôles. « C'est malade ?» dit Catherine. Louise hocha la tête. « Oui. Et le pire, c'est qu'elle a fini par croire à sa propre version. » Marguerite se leva et marcha vers la fenêtre. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vous ne faites rien. Moi, je vais récupérer ce qui peut l'être. Et je vais m'assurer que toute la famille connaisse la vérité. » Catherine ramassa les documents. « Tu peux compter sur moi. Plus jamais Camille ne pourra raconter ses histoires sans qu'on lui demande des preuves. » Après leur départ, Louise resta seule avec ses papiers. Son téléphone vibra. Un message de Camille. « Il faut qu'on se voie. J'ai des choses importantes à te dire. » Louise sourit. Elle répondit « Demain, 15h, chez Marguerite, en présence de témoins. » La réponse de Camille fut immédiate. « Pourquoi des témoins ? On peut régler ça entre nous. »« Plus maintenant, » écrivit Louise. « Plus jamais entre nous. » Cette fois, ce fut Camille qui ne répondit pas. Louise éteignit son téléphone et monta se coucher. Demain, tout serait fini. 6 mois plus tard, Louise regardait les cerisiers en fleurs du square Boucicaut, depuis la fenêtre du café, où elle retrouvait Éric chaque mercredi. Leur rendez-vous professionnel s'était transformé en quelque chose de plus doux, de plus spontané. Éric arriva avec 2 cafés et son sourire tranquille, qui l'avait tant aidé à reconstruire sa confiance. « Comment ça s'est passé avec l'avocat ?» demanda-t-il en s'asseyant. « Mieux que prévu. Camille va me rembourser 12 000 €. Le reste... » Louise haussa les épaules. « Considérons que c'est le prix de ma liberté. » Le confrontation finale chez Marguerite, 6 mois plus tôt, avait été moins dramatique que Louise l'avait imaginé. Face aux preuves irréfutables et aux témoins, Camille n'avait pas explosé. Elle s'était simplement recroquevillée sur elle-même, marmonnant des excuses incohérentes, puis était partie sans un regard en arrière. Depuis, Louise avait appris par Marguerite que Camille avait déménagé dans le sud, près de son ex-mari et de sa fille. Un nouveau départ, loin de Paris et de ses mensonges. Peut-être une chance de se reconstruire authentiquement. « Tu as des nouvelles de l'hôpital ?» demanda Éric. Louise sourit. « J'ai eu ma promotion, chef de service de nuit, et j'ai décidé de reprendre mes études en soins palliatifs. » Avec l'argent qu'elle ne donnait plus à Camille, Louise avait enfin pu financer ses projets. Les cours du soir, la nouvelle voiture, les petites vacances qu'elle s'offrait sans culpabilité. Surtout, elle avait créé une association en mémoire de Marc pour aider les familles en deuil à éviter les pièges financiers. Sa propre expérience servait maintenant à protéger d'autres femmes vulnérables. Et ta famille ? Différente. Plus vraie aussi.
Louise but une gorgée de café. Marguerite et moi, on se voit plus souvent. Catherine m'a présenté à son cercle de lecture. C'est étrange de redécouvrir qui j'étais avant de devenir celle qui disait toujours oui. Éric tendit la main vers la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent, naturellement. Leur relation avançait lentement, construite sur la compréhension mutuelle plutôt que sur la passion. Ils avaient tous les deux appris la différence entre l'amour authentique et la manipulation émotionnelle. « Je dois te dire quelque chose, » dit Louise. « Camille m'a écrit. » Éric resserra légèrement sa prise sur sa main. Qu'est-ce qu'elle voulait ? S'excuser. Vraiment s'excuser cette fois. Elle a commencé une thérapie là-bas. Louise sortit la lettre de son sac. Elle reconnaît qu'elle s'était perdue dans ses propres mensonges, qu'elle ne savait plus comment en sortir. « Tu vas lui répondre ?» Louise regarda la lettre, puis la remit dans son sac. « Pas maintenant. Peut-être un jour. Quand je serai sûre que c'est pour les bonnes raisons. » Le pardon, elle l'avait découvert, était un processus complexe. Elle ne haïssait plus Camille, mais elle n'était pas prête à rouvrir cette porte. Sa priorité était de protéger l'équilibre fragile qu'elle avait reconstruit. Un couple de touristes s'approcha de leur table, l'air perdu. Louise leur indiqua spontanément le chemin vers la tour Eiffel, souriant de leur enthousiasme. Éric l'observait avec tendresse. « Quoi ? Tu as changé. Tu rayonnes. » Louise se regarda dans le reflet de la vitrine. La femme qui lui faisait face avait les cheveux plus courts, des rides de sourire nouvelles, et dans ses yeux, une sérénité qu'elle n'avait plus vue depuis la mort de Marc. « J'ai appris quelque chose d'important, » dit-elle. « On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, mais on peut toujours se sauver soi-même. » Éric leva sa tasse de café. « À nos nouvelles vies, répéta Louise. Dehors, les cerisiers perdèrent leurs pétales roses dans le vent printanier. Louise les regardait tomber sans mélancolie. Chaque fin était aussi un commencement. Elle avait mis 2 ans à l'apprendre, mais maintenant elle le savait. La vraie générosité commence par soi-même. Son téléphone vibra. Un message de Marguerite. « Dîner dimanche ? J'ai une nouvelle recette à tester. » Louise sourit et répondit « Avec plaisir. J'apporte le dessert. » Cette fois, elle savait exactement qui elle était et ce qu'elle valait. Et c'était suffisant.